Toi, tu fais quoi? Salut tout le monde, bienvenue à Tu fais quoi? Donc un nouveau podcast sur les jeux de société. Donc si vous me connaissez, vous savez que je fais déjà un podcast sur les jeux de société depuis presque 3 ans. Mais là, j'avais envie qu'on parle d'autre chose, de métier. Donc j'ai aujourd'hui mon premier invité, Arnaud. Comment ça va, Arnaud? Bonjour, ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Ouais, essaie de ne pas regarder la caméra, on essaie de faire ça très pro, tu vois, donc non, c'est une blague. Donc Arnaud, nous on se connaît depuis, ça fait combien maintenant? Écoute, ça fait 7 ans que je suis en Suisse, donc je dirais un tout petit peu moins de 7 ans. Ouais, donc ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, qu'on se côtoie, et puis je sais pas ce que tu fais dans la vie, Arnaud. Et puis c'est ça qui est un peu à la base de cette idée de podcast. Si vous avez écouté mon intro, vous avez entendu ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est vrai que je me souviens de cette conversation qu'on avait quand on était à l'escalade. Je sais pas si tu te souviens. Et puis tu me parlais de quelque chose que tu faisais, et puis moi j'étais comme, mais tu vends pas du café? Tu sais, genre vraiment à l'ouest. Puis tu me dis, non, mais je suis pas là en train de vendre des capsules, tu sais. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant comme podcast de discuter de ce qui fait ton métier de tous les jours. Parce que, comme je l'ai dit dans l'intro, moi qui est prof, c'est facile. On dit, oh, mais t'es prof, t'es avec des gamins toute la journée, même si ça, c'est aussi pas vrai. Faudrait aussi que je fasse un épisode sur moi-même. Mais, donc, je me suis dit, je voulais que tu sois mon premier invité. Qu'est-ce que tu en penses de ça, d'être mon premier invité? Est-ce que ça te stresse? Alors, stressez pas trop, parce que je pense que tu as la capacité de rendre les gens assez à l'aise, donc c'est pas mal. Alors, je suis déjà très honoré d'être là aussi. Premier invité, c'est quand même... Alors, je sais pas si je suis le pigeon d'être le premier invité ou pas, mais... C'est parce que je voulais avoir d'abord des amateurs avant d'avoir des pros, tu vois. Donc, comment ça va aujourd'hui? Déjà, on va commencer là. Bah, ça va bien, c'est vendredi soir, donc c'est début du week-end. Début des vacances. Pour toi, pas pour moi. Ouais, c'est ça. Mais quand même, non? On a quand même entendu parler que tu allais partir bientôt, non? Ah ben dans une semaine, ouais. Dans une semaine, ouais. Pendant 5 semaines. Donc, moi et Arnaud, on se connaît depuis, on l'a dit, depuis 7 ans maintenant. À la base, on était, j'allais dire voisins, pas tout à fait. En fait, ma femme, maintenant Nadia, était voisine de toi. Exactement. Donc, avec Xavier, donc ils étaient en colocation. Et puis toi, tu vivais de l'autre côté de la rue. Et puis, je sais pas si tu te souviens de notre première rencontre, tu avais essayé de me faire la bise. Et puis j'avais fait, non mais ça, moi je fais pas ça, ok? Et maintenant c'est toi qui demandes de faire la bise tout le temps. Oui, alors maintenant j'avoue que je me suis un peu habitué à ça, j'aime beaucoup, donc surtout quand c'est avec des beaux gars comme toi. Arnaud, aujourd'hui, donc on va diviser ça en plusieurs segments. La première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est que tu me donnes le titre du métier que tu fais, que tu me l'as dit, ben c'est pas la première fois que je l'entends, tu me l'as dit plusieurs fois, mais là maintenant je vais essayer en ondes de deviner ce que tu fais comme métier, c'est-à-dire à partir du titre que tu me donnes. Et puis pas simplement dire voici ce que tu fais, mais essayer de voir qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Et puis toi, ce que tu vas faire, c'est, étant donné que je suis prof, j'aime ça les notes, et puis j'aime ça les choses qui sont carrées, j'aimerais que tu me donnes un score sur 100, tu as une note sur 100, à quel point je suis proche. Et puis après ça, ben, on pourra un peu embarquer dans qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier et tout. Donc ça serait le premier segment. Puis après ça, on va passer peut-être à qu'est-ce qui t'a mené à ce métier-là. Et puis pour finir, moi, c'est la petite boucle que j'aimerais faire sur ce podcast, c'est, ben, dis-moi, je passe la journée avec des jeunes qui sont pas nécessairement toujours motivés. Et puis, je me dis, ça pourrait être cool de savoir, ben, est-ce que, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui est à cet âge-là? Tu vois, moi, je te dis du 16-18 ans, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que, tu vois, donc, c'est ce genre de questionnement-là. Et puis, ça, c'est un peu la base et on verra où ça nous mène. Est-ce que ça te va, Arnaud? Ça me va très bien. Parfait. Donc, vas-y, Arnaud, tu fais quoi dans la vie? Déjà, je serais très intéressé de savoir ce que tu vas donner comme réponse parce que je sais qu'on a déjà eu ce début de conversation quelques fois, donc on va voir si tu te rappelles un peu. Donc là, déjà pour donner le contexte, je travaille chez Nespresso, donc, qui vend du café. Alors ça, pour le moment, ça va. Et là, je travaille en supply chain. Donc mon titre officiel, c'est Regional Supply Chain pour la zone Amérique. Et officiellement, depuis aujourd'hui, ce matin à 11h, aussi pour la zone Afrique et Moyen-Orient. Quand tu dis donc depuis ce matin, tu dis que tu as eu une promotion aujourd'hui, genre? Elle a été officialisée aujourd'hui, oui. Donc le timing est parfait, c'est quoi. Parfait. OK, donc Regional Supply Chain Manager, donc pour ces différentes zones-là. Donc voici ce que moi je pense que tu fais. Okay? Donc moi je pense que
Donc, toi, tu es responsable à ce que toutes ces différentes zones-là soient assez de capsules de café Nespresso. OK? Donc, ça, c'est mon premier guess. Je pense que ce que ça veut dire, c'est que dans ta vie de tous les jours, tu dois un peu, j'imagine, coordonner les différents distributeurs qui sont sur place pour être sûr que les quantités sont suffisantes. Et puis, j'imagine aussi que, étant donné que je sais que dans 2-3 semaines, tu dois partir pour aller en Amérique du Sud, j'imagine que ça fait aussi partie de tes responsabilités de voir sur place comment la distribution est gérée et puis est-ce que c'est bien fait. What's my grade, teacher? Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Je dirais un bon 50%. Ah ouais? Parce que alors, ce que tu as dit n'est pas faux. Ouais, mais c'est pas que ça. Ça couvre pas la totalité du job. Ouais. J'aurais peut-être dû 30, mais on va être sympa. OK, donc, alors maintenant, complète ce que j'ai fait de faux, alors. Donc, un Regional Supply Chain Manager, ça fait quoi à tous les jours? OK, mais donc, d'abord, pour expliquer un tout petit peu comment Nespresso fonctionne, en gros, donc on a le siège ici en Suisse, et puis on a 45 pays dans le monde. Dans ma zone, il y a 14 pays. Dans chacun de ces pays, il y a une équipe Nespresso et aussi une équipe supply chain. Ouais. Et dans chacun de ces pays, on externalise tout ce qui est supply chain, donc la préparation des commandes, l'envoi des commandes, à des prestataires externes. Donc, mon job, en gros, il est réparti en 3 parties. Ouais. D'un côté, c'est là où tu n'étais pas complètement à côté de la plaque, c'est la partie planning. Donc, on doit effectivement s'assurer que dans tous les pays du monde, on ait suffisamment de café pour pouvoir rencontrer la demande. À côté de ça, les 2 autres gros piliers qui sont importants, c'est de s'assurer que dans tous les réseaux de distribution, on est donc dans les entrepôts. Il doit y avoir quoi, je dirais 30 entrepôts, grosso modo, dans cette zone-là, que eux soient à même de préparer les commandes bien. Et on parle à nouveau dans cette zone, quelque chose comme 18-19 millions de commandes par an. Donc de les préparer, les bons produits, et puis les envoyer via DPD, la poste, tout ça, aux clients finaux. Donc ça, c'est un très gros la responsabilité du job. Donc, ça veut dire comme, imagine aujourd'hui, donc déjà, t'es arrivé en retard ici, alors que t'avais dit que t'arrivais à 5 heures. Et puis donc, tu faisais quoi depuis ce matin? Ça veut dire qu'il fallait que tu regardes, est-ce qu'ils te mettent à jour des fichiers Excel ou sur un day-to-day basis, tu vois? Alors aujourd'hui, peut-être pas très représentatif, mais imaginons on prend une journée, une journée type. C'est clair qu'il y a beaucoup d'Excel, mais aussi beaucoup de PowerPoint. Ouais. Donc c'est peut-être un peu le mal du siècle aujourd'hui, mais c'est quand même relativement utile. Parce que dans le job, finalement, c'est un mix assez opérationnel, donc court terme, où on va voir tout ce qui est les indicateurs de performance, type réclamation des clients, est-ce qu'on a été à temps, et ce genre de choses. Et en fonction de ça, tu développes un plan d'action si c'est nécessaire ou pas. Et après, il y a des trucs plus moyen long terme, qu'on pourrait presque appeler plus stratégiques, où tu essaies de voir justement implémentation de gros projets. On est en train de faire pas mal de trucs, des nouveaux services plus rapides, Express Delivery ou les livraisons des boutiques, ce genre de choses. On met des nouveaux entrepôts en place pour être plus proche des consommateurs. Sinon, on a aussi beaucoup de trucs beaucoup plus long terme où on va faire pas mal d'appels d'offres parce que justement, donc, comme on externalise tout ça, on a des contrats de, je dirais, 3 à 5 ans avec les prestataires. Puis on doit s'assurer que tous les 3 à 5 ans, on puisse faire un appel d'offres, s'assurer qu'on est toujours compétitif, qu'il soit performant, ce genre de choses. Et puis après, est-ce qu'on veut changer d'entrepôt, changer de distribution, ouvrir des nouveaux marchés? On est en train d'ouvrir l'Uruguay, là, peut-être d'autres pays l'année prochaine. Donc à chaque fois, c'est... Ça veut dire qu'eux, ils n'avaient pas là-bas avant ça? Exactement. Puis donc toi, si tu disais que les différents secteurs, là, on t'a rajouté, t'as dit l'Afrique? L'Afrique et Moyen-Orient. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a... Donc c'est qui fait le reste du monde, alors? Il y a un autre... Alors il y a un autre moi un autre pour la partie Asie, et puis il y en a 2 autres pour la partie Europe. Parce que pour Nespresso, l'Europe, ça reste quand même... Mais c'est quand même... gros. OK, mais ça veut dire que c'est plus gros l'Europe, donc ça veut dire que lui, il y a quoi? Il y a un job un peu plus élevé que toi ou avec plus de responsabilités ou... Je sais pas s'il y a une réponse politiquement correcte ou pas, mais l'idée, c'est qu'on est tous plus ou moins... Il y a plus de demandes en Europe que le reste du monde, non? Donc, comme ils sont 2 là-bas, chacun a peut-être grosso modo le même chiffre d'affaires qu'il doit un peu gérer, quoi. OK. Mais ça veut dire que, donc, quand tu parles de performance, ça veut dire que toi, il y a quelqu'un qui va te taper sur les doigts s'il y a un marché qui fonctionne pas bien, ou est-ce que ça, c'est moins ton job, puis toi, c'est juste tant qu'ils ont du café, I don't care en termes de vente? Non, parce que
clairement, je suis pas du tout en train de faire du brainwashing sur Nespresso, mais l'idée, c'est de regarder pas uniquement aujourd'hui, mais à moyen long terme. Donc, tu as quand même envie que les clients soient satisfaits. Ouais. Donc, au-delà du fait d'avoir le café en temps et en heure pour qu'ils puissent le recevoir, ils doivent aussi s'assurer qu'ils reçoivent leurs commandes quand ils veulent, comment ils veulent. Donc, on doit aussi suivre tous ces indicateurs de performance. Si les réclamations augmentent, mais les ventes augmentent, c'est pas bon non plus. Ouais. Puis, est-ce que toi, t'arrives à te dire, imagine, je sais pas moi, Nespresso fait faillite, et puis t'es obligé d'aller travailler ailleurs. Tu serais capable de faire ce même job-là, mais pour une autre multinationale, puis ça serait quasiment pareil, ou c'est tellement spécifique à ton secteur? Donc là, à nouveau, je fais un peu du bullshit. Je pourrais dire qu'en fait, Nespresso a cette approche client super. Ouais. Non, grosso modo, j'imagine que toutes les boîtes qui font vraiment de l'e-commerce pur devraient avoir le même type de job que moi, quoi. Ouais. Puis ça t'arrive des fois de voir, de rencontrer des gens qui font comme exactement le même métier que toi, ou c'est encore une fois un truc assez spécifique? Tu vois, parce que si moi, je connais que la vie de prof, puis j'en vois tous les jours des profs. Puis tu vois, on voit à peu près ce qu'on fait. Mais toi, t'arrives à avoir ce truc-là, ou est-ce qu'il y a encore un peu ce genre de zone grise où tu peux dire, ouais, c'est à peu près la même chose, tu vois? Alors j'avoue qu'on a très peu de contacts finalement avec la concurrence. Ouais. Je crois que les rares contacts qu'il y a, c'est plutôt au niveau commercial. Au niveau supply chain, très proche de zéro. OK. Bon, c'est bon. Ben, toi, là, ça me donne déjà une meilleure idée. J'ai quand même l'impression que... Ben, déjà, mon 50% que tu m'as donné, j'ai trouvé pas mal, parce que je pense que si tu m'avais demandé ça il y a 3 ans, j'aurais eu 10%, donc c'est déjà pas mal. Mais là, donc, on a parlé de ce que tu fais. Puis j'aimerais maintenant qu'on parle à qu'est-ce qui t'a mené ici. Ça te va? Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, je sais pas, oui, tu l'as dit, que tu venais de la Belgique. Donc, en Belgique, tu as fait tes études là-bas. Université, en quoi? En ingénieur commercial. Ingénieur commercial. Donc, à partir du moment que toi, tu es là, étudiant en ingénierie commerciale, c'est à quel moment que tu t'es dit, ben, j'aimerais peut-être partir de la Belgique? Oula, alors c'est pas du tout pour les études, parce que j'ai quand même travaillé 4 ans et demi en Belgique. OK. Dans quoi? Nespresso. Ah oui, tu travaillais déjà là-bas? Ouais, exact. C'est bien qu'on se encore une fois, depuis si longtemps. C'est un de mes amis depuis 7 ans, on est d'accord. J'ai essayé de pas le prendre personnellement. Mais... Donc oui, comme tu sais très bien, oui, bien sûr. J'ai commencé chez Nespresso il y a un peu moins de 12 ans là maintenant. Et directement rentrant après l'UNIF. Et donc au début, j'étais juste... je suis entré en coordinateur supply chain. Donc c'est assez entry level en supply chain, quoi. Et c'est qu'après 4 ans et demi que finalement, il y a une opportunité de partir à l'étranger. Ça fait à peu près 12 fois maintenant pendant cette interview que tu dis supply chain. Pour les gens qui parlent peut-être pas nécessairement anglais, ça veut dire quoi supply chain? Alors, la traduction littérale, c'est chaîne d'approvisionnement. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un peu le produit de l'usine au consommateur, c'est le supply chain, quoi. Exactement. T'as vu, moi aussi, j'ai fait le devoir. Beau, ça. OK, donc ça veut dire que toi, tu étais à l'université là-bas. Est-ce qu'il y a un certain moment dans ta vie, dans ta jeunesse, ou quelque chose qui t'a mené à ces études-là? Ou est-ce que c'est juste parce que tu savais pas trop quoi faire? Puis... je pense que quand j'ai dû faire mon choix d'études, à ce moment-là, c'était tout le monde, entre guillemets, faisait un peu soit du droit, soit de l'ingénierie pure, pour construire des ponts et tout ça, soit c'est ingénieur commercial, qui est finalement le bon compromis. Voilà, c'est pas trop l'ingénierie, parce qu'il y a quand même pas mal la partie business, tu comprends vraiment comment une entreprise marche, et pourtant tu as quand même pas mal de conscience et maths et tout ça. Donc, l'idée, c'était vraiment que ce type de profil puisse aller dans des entreprises pour faire le lien entre les scientifiques purs et le business, le marketing, qui eux connaissent souvent pas grand-chose de l'autre partie, quoi. Puis toi, c'est quoi qui te bottait là-dedans? Qui te disait vraiment... je pense d'un côté, c'est... Le côté ingénierie ou plutôt le côté commercial ou toi? Le mix des deux, je trouve. Ouais. C'était, en tout cas, en Belgique, donc je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais c'était considéré comme étant relativement des bonnes études. Et puis c'est assez large, parce que, à nouveau, quand j'ai commencé mes études à 18 ans, aucune idée de ce que j'allais faire dans ma vie. Donc je me disais que ça allait ouvrir quand même pas mal de portes. Et finalement, c'est qu'à la fin de mon bac. Alors, en Belgique, quand on dit bac, c'est bachelier, quoi. Donc, t'as quel âge à ce temps-là? T'as 21. Ouais, bon, c'est l'Uni, c'est comme au Québec, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, t'as d'abord les 3 ans, et après, dans ton master, et c'est là que j'ai choisi justement de faire l'option supply chain, quoi. Puis, est-ce que... tu dis que tu savais vraiment pas ce que tu voulais faire dans la vie. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta jeunesse où tu as eu un peu, je sais pas, moi je veux être policier, ou moi je veux être... Ou est-ce que c'était toujours un peu vague et puis tu y pensais pas trop? Du plus loin que je puisse me rappeler, j'ai l'impression qu'à un moment je voulais être archéologue. Ouais. Mais, parce que tu avais vu Indiana Jones? Sans doute. C'était pas basé sur grand chose d'assez
Non, il n'y a pas... Et puis ce genre de choix de carrière-là, si on veut, j'imagine que ça n'a pas été rencontré avec beaucoup de résistance de la part de tes parents parce que, comme tu dis, c'est des bonnes études. Donc, Ouais. y a pas, tes parents, ils faisaient pas quelque chose de semblable? T'as pas été poussé là-dedans? Ou... Alors non, pas du tout. Enfin, mon père, il a fait aussi des études de sciences économiques et de droit. Donc, il a fait les deux. Donc, il a dit, tant que tu fais un des deux, ça me va. Ouais. Donc, est-ce que donc, eux, ils n'avaient pas nécessairement leur mot à dire sur ton choix de carrière, quoi? Ouais, j'irai pas jusque-là, dans le sens où j'ai quand même une très bonne relation avec mes parents. C'était quand même important qu'ils, je vais pas dire qu'ils valident, mais qu'ils considèrent quand même que mon choix soit... Ouais, bon, pour moi. C'est vrai que c'est le genre de question qui sera beaucoup plus intéressant à poser à genre un artiste, t'sais, un truc genre comment oses-tu? Oui, mais toi c'est comme mais je vais faire de l'argent et puis je vais être heureux, donc pourquoi pas, quoi. Oui, non, c'est clair. Il n'y avait pas beaucoup de risques derrière ces études-là, c'est sûr. Est-ce que t'as rien à donner, genre 2 trucs de ton métier qui te passionnent, qui te motivent, et puis que tu dirais genre c'est une je sais pas, que t'aurais pas ça ailleurs? Et puis, 2 trucs, en fait, ça te saoule, et puis c'est genre, il faut que je me lève pour aller travailler pour ça, quoi. Ouais, ok. Alors, je dirais les 2 premiers... Enfin, ce que j'aime bien dans mon job, je pense que je peux mixer un peu les 2 points que j'aime bien, c'est ce côté où d'un côté, tu as pas mal du job qui est plus opérationnel, comme je t'expliquais au début, où tu essaies de te concentrer sur finalement les choses assez court terme, les KPI, genre de choses, est-ce que les clients sont satisfaits, C'est quoi le KPI? Key Performance Indicators. OK. Les indicateurs de performance. Ah, voilà, merci. Donc ça, c'est vraiment très concret, très court terme. Et puis aussi ce côté, comme je disais un peu plus tôt, plus moyen à long terme, plus stratégique, plus de réflexion, plus essayer de voir comment définir les réseaux de distribution à long terme. Donc ça, c'est super intéressant. Et ça, c'est couplé aussi avec le fait que dans les 17 pays qu'il y a dans ma région, c'est tous les pays qui sont à des stades différents de développement, des cultures différentes. Donc c'est super intéressant de faire face finalement à des réalités qui sont hyper différentes, où tu peux pas juste appliquer une façon de penser, une façon de faire, tu dois toujours un peu t'adapter à la réalité locale. Donc ça, intellectuellement, c'est assez stimulant. Ça t'oblige un peu à, comme je disais, pas d'utiliser un cadre, une structure, mais d'un peu réfléchir. Donc ça, c'est quand même... D'être un peu alerte sur ce qui se passe. Oui, et puis finalement, tu apprends tous les jours. Parce que comme tu peux pas juste appliquer la même chose qui marche dans les autres, tu dois un peu réfléchir, tu apprends avec l'équipe locale, tu apprends la réalité locale, tu vois qu'il y a certaines choses qui marchent dans certains pays, peut-être pas dans d'autres. Donc c'est hyper enrichissant et stimulant, quoi. Ouais, donc ça, c'est la première chose que tu aimes. Second thing. Ouais. Donc ça c'est clair, et mon boss est aussi Nespresso en général, à nouveau c'est pas du bullshit juste pour pousser une Nespresso, c'est une bonne boîte, même si c'est une bonne boîte. C'est plus dire qu'en général ce qui est chouette, c'est qu'il donne confiance aux gens si tu montres que tu as envie de faire et que tu as réussi un peu à délivrer comme dans le passé, il donne pas mal de responsabilités si tu délivres. Donc ça c'est super chouette, super intéressant. Donc même quand j'étais en Belgique, après 2 ans sur place, j'avais eu l'opportunité justement de reprendre l'équipe que j'avais joint. Bon, c'était une équipe de 2 personnes en dessous de moi, donc c'est pas non plus gigantesque, mais c'était à 24 ans. Je sais quand même un nouveau challenge, donc c'est super intéressant. Maintenant, tu es encore à 2 personnes Non, alors c'est pas en direct. Non. Donc il y a ces 17 pays qui ont des équipes supply chain ou chaîne d'approvisionnement dans les pays, mais c'est pas en direct. C'est ce qu'ils appellent en dotted line. Puis toi, t'as des employés à gérer, toi, ou? Non. C'est plus des supply chain à gérer. Exactement. Des camions, des palettes. Ouais. Donc là, tu nous as donné 2 choses qui te motivent, qui te passionnent de ton métier. 2 choses qui t'aiment moins. Un peu l'envers de la médaille de travailler avec tous ces pays finalement qui sont pas du tout au siège, pas du tout connectés à toi-même direct, c'est que finalement tu peux pas faire les choses, tu dois faire. Tu dois convaincre les gens, les persuader que c'est la bonne façon de faire. Trouver les arguments, ça c'est la stratégie qu'on va implémenter. Il y a un moment donné, si eux veulent pas le faire, t'as pas le choix. Tu dois recommencer, laisser les persuader, mais tu peux pas faire. Et justement, donc quand j'étais en Belgique, là je pouvais faire les opérations, tu veux faire un changement, tu le fais direct. Là ici, tu dois persuader les gens. Donc des fois c'est frustrant, où t'as une stratégie qui fait du sens, tu veux développer les choses, et puis finalement, les gens, ils le font pas parce qu'ils considèrent pour une raison X ou Y que c'est pas la bonne chose à faire, ou ils ont pas envie, c'est pas leur priorité, enfin, plein de choses. Ouais. Et donc, ils font pas. Donc, c'est le côté un peu frustrant, t'as envie de faire, mais t'es dépendant des autres, quoi. Ouais. Donc, ça, c'était ta première chose? Ça, c'était ma première chose, ouais. Et puis, est-ce que t'as une deuxième? Ouais. Alors, j'ai une deuxième qui est plutôt liée
au département de la supply chain. OK. Parce que j'espère que quand je te l'explique comme ça, que je te le vends un peu bien et que tu as l'impression que c'est un peu excitant, intéressant. Ouais. Je suis super excité. Là. je vois ça, on se calme. Maintenant, c'est clair que dans une entreprise, souvent la supply chain, c'est considéré comme un centre de coûts où tu veux juste réduire les coûts au maximum, pas du tout un département qui apporte quelque chose au business. Donc là, on a eu de la chance, si on peut le dire, avec le Covid, parce que les gens ont commencé à se rendre compte que la supply chain, finalement, c'était pas juste un centre de coûts que tu veux minimiser, mais que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter. Bon, dans ce cas-là, on avait pu apporter beaucoup plus de ventes dans des temps assez réduits. Mais donc là, la grosse priorité aussi aujourd'hui, c'est de prouver au comité de direction, un peu à tout le monde, que finalement, avec la supply chain, on peut faire beaucoup plus que juste livrer un colis. Tu peux livrer une expérience au client, tu peux rendre le client heureux, le client il revient. Et on peut finalement apporter plus de loyauté aux clients. Donc ça, c'est un peu la grosse bataille qu'on a en ce moment. Ouais. On est encore un peu au début, donc comme je disais, le Covid aide, ouais. A aidé, il n'y a plus trop de Covid, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Quand moi, je peux que comparer avec mon métier alors qu'il n'y a pas beaucoup de points de comparaison, mais tu vois, moi, je sais que quand tu es prof, il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres. Il y a des moments où, tu vois, comme moi, je dis souvent, le mois de juin, c'est un peu le pire pour les profs parce que tu as les examens finaux, tout. Donc ça, c'est une période qui est vraiment difficile pour nous parce que, tu vois, on a plein de trucs à faire. Est-ce que toi, c'est aussi, tu as un peu des fois comme des challenges comme ça à affronter, ou est-ce que c'est à peu près toujours la routine? Ce que tu fais cette semaine, tu l'as fait il y a 3 semaines, ou tu vois ce que je veux dire? Alors, il n'y a pas trop de routine. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'il y a une certaine saisonnalité comme chez Nespresso. Mm-hmm. Tu vois, en période de fin d'année, tu as tout ce qui est Black Friday, Cyber Week, tout ça. Donc, on a beaucoup plus de ventes. Mm-hmm. Donc là, c'est la grosse priorité à ce moment-là. Maintenant, là où on avait l'habitude que soit pendant l'été, soit pendant le début d'année, soit plus calme, bah, finalement, c'est de moins en moins le cas. Parce que je ne sais pas si c'est lié à un quelconque contexte géopolitique ou quoi que ce soit, mais là, on a de plus en plus de crises en permanence. Ouais. Voilà, typiquement, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a la guerre en Israël. Ouais. Donc là, depuis que j'ai repris le pays Israël, le gros focus, c'est qu'est-ce qu'on va faire en Israël pour s'assurer que le réseau de distribution continue à bien marcher, sachant que y a quand même des roquettes, des missiles qui tombent pas trop loin des entrepôts. Ouais. Et puis à côté de ça, on a d'autres trucs où tout d'un coup, il y a les élections en Argentine, où là, grosso modo, avec le nouveau président, ils ont décidé d'arrêter les importations. Donc là, dans 5 semaines, on n'a plus de café à vendre en Argentine. Ah ouais. Donc, c'est compliqué. Et c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Au Mexique, ils ont tout d'un coup augmenté les taxes d'importation qui étaient de 0 et ils sont passés à 45%. Ouais. Ça monte, on ne sait plus faire de marge, donc on n'importe plus. Donc finalement, là où avant c'était plus calme, maintenant on a un peu à droite à gauche, un peu tout le temps des crises qui se passent, qui sont assez challenging, mais finalement... C'est comme moi, avec les profs, c'est plus par mois, tu vois, comme je te dis, alors que toi, c'est plus par événement un peu global, tu vois, situation, comme tu dis, géopolitique. Si on parle maintenant de peut-être un côté plus philosophique, à quel point est-ce que pour toi c'est important de faire genre un métier qui te stimule, qui te passionne? Est-ce que moi je connais des gens qui pourraient faire la même chose tout le temps et puis ça dérange pas, mais toi, est-ce que toi c'est quelque chose qui est primordial dans ta vie, qui l'a toujours été, ou est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que toi, c'est surtout pour l'argent? Ça, c'est le truc que je veux pas qu'on parle dans ce podcast, c'est des questions de salaire. Mais bon, après, t'es arrivé ici en Lamborghini. Je sais pas si ça, on devrait le dire, mais... C'est la deuxième. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est important pour toi, ton métier, ou est-ce que, genre, si demain matin, ça te saoule de faire ça, est-ce que tu vas quand même continuer parce que ça paye bien, ou est-ce que tu te dis, il faut quand même que moi, le matin, je sois motivé à me lever, tu vois? Alors, clairement, c'est super important que mon métier me passionne et me fasse vibrer tous les jours. Le jour où j'ai plus ça, j'espère avoir la force et la conviction de me dire je me barre et je fais autre chose. Ouais. Même si j'ai une Lamborghini. Mais je sais qu'on en a déjà eu parlé de ça parce que peut-être que je vais couper ça si tu veux pas que ce soit trop personnel, mais je sais que tu m'avais déjà eu parlé du fait que toi, quand tu avais entrepris un peu ce métier-là, puis que ces études-là, il y avait un peu cette idée de tu voulais faire comme pas faire un changement, mais d'avoir cette idée d'être dans une petite entreprise, puis tu vois, de voir vraiment l'évolution de ce que tu amènes dans cette entreprise-là. Alors que toi, quand tu es dans un truc comme Nespresso, une multinationale, est-ce que tu te dis, des fois, j'aurais envie d'être dans un truc peut-être plus petit, même si potentiellement ça va couper mon salaire de moitié, ça doit quand même être une décision qui est difficile à prendre, quoi.
Alors, c'est clair, on a eu ces discussions, je pense, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, parce que c'est le moment où je me posais effectivement la question. Ou que tu venais en plus d'acheter une maison et tout, donc... On a quand même besoin d'un peu de cash. Mais c'est clair... Bon, je pense que clairement, ce qui était intéressant, c'était de se dire à ce moment-là, voilà, est-ce que c'est un job que j'ai envie de faire encore longtemps, sachant que j'avais fait à l'époque, je sais pas moi, 10, 11 ans Nespresso, donc je connaissais très bien Nespresso, je connaissais pas le reste du monde. Donc je m'étais dit, effectivement, est-ce que ça vaut la peine d'essayer d'aller voir ailleurs, professionnellement, bien entendu. Ta femme est dans l'autre pièce, hein, celui-là. Ah, je la vois. Clairement, à l'époque, je me posais la question. C'est pas que je me pose plus la question. Bon, d'un côté, ce qui est, je pense, assez intéressant, et là où je pense que j'ai vraiment de la chance, c'est que je me suis posé la question pas du tout au moment où, dans mon job, j'étais en train de me dire, ce job, c'est vraiment de la merde, je trouve plus aucun stimulus dans le job et j'ai envie de partir. Donc j'étais encore super content dans mon job, c'est juste que mentalement, je me disais... Voilà, ça fait 10 ans, 11 ans que je suis chez Nespresso. Est-ce que ça vaut la peine d'aller explorer un petit peu le reste du monde? Entre-temps, mon boss a changé. Alors, c'est pas comme si mon job avait révolutionné la vie non plus, mais ce qui est intéressant, c'est que quand mon boss a changé, en gros, il a été propulsé, lui, au comité de direction. Donc, ça veut dire, grosso modo, que notre job a reçu beaucoup plus de visibilité d'en haut. Alors, c'est pas qu'on est plus intéressant qu'avant, mais les gens écoutent plus ce qu'on a à dire, donc ça veut dire qu'on a l'occasion de proposer plus de choses qui sont maintenant, depuis 1 an, on commence à avoir des choses qui sont implémentées par rapport à ce qu'on propose. Donc ça veut dire l'intérêt pour le job, il est clairement toujours là. Bon, maintenant, il y a cette extension de région qui crée aussi effectivement un petit stimulus intellectuel aussi. Mais aussi cette visibilité qui a changé, qui permet justement de faire des choses un peu qui avant étaient données à quelqu'un, qui allait donner à quelqu'un, qui allait donner au comité de direction. Il y a un peu plus de visibilité où tu peux plus être acteur du changement. Tout ça pour dire en gros qu'aujourd'hui, je suis encore assez satisfait de la position aujourd'hui. Mais à côté de ça, je pense que j'aimerais quand même un jour essayer d'aller dans une entreprise plus petite pour pouvoir tester autre chose. Tu t'imagines quand même éventuellement sortir de cette entreprise-là, ou est-ce que... J'ai l'impression des fois, tu sais, on dit en anglais des fois when you get comfortable. Tu vois, cette idée de je connais, donc pourquoi me challenger sur autre chose, tu vois. Alors ça, c'est clair que c'est un truc qui me fait un peu peur aussi, parce que j'ai pas du tout envie d'arriver à ce stade-là. Mais moi, personnellement, je vois des collègues qui sont là depuis 300 ans, ils sont hyper contents, ou pas contents, mais ils aiment bien le package. Et voilà, so be it, c'est leur choix. Moi, j'ai pas du tout envie d'arriver au stade où je me dis... franchement, ce job, c'est horrible. Vivement qu'il soit 5 heures pour que je rentre. Non, ça, c'est pas du tout... Enfin, je pense qu'on est quand même, surtout moi, beaucoup trop jeune pour pouvoir accepter ce genre de job. Moi, par rapport à toi. Mais non. Donc ça, c'est un peu une crainte que j'ai par rapport à la suite, parce que c'est clair que c'est confortable. C'est clair que quand ça fait 12 ans que tu es dans une boîte, tu connais bien les gens, tu connais bien le fonctionnement. Les choses sont plus faciles à faire. Mais avec la crainte de tomber un peu dans le piège où... tu restes un petit peu trop longtemps. Ouais, sur autopilot, genre. Ouais, c'est ça. Tu quand tu entends des trucs, là j'ai l'exemple parce que tu travailles dans une grande multinationale, mais tu vois, quand il y a ces histoires de ils utilisent des child workers et puis tout, tu vois, des enfants qui travaillent pour le café et tout, à quel point est-ce que toi tu te dis mais là je travaille pour tu as un peu l'ennemi comme ça, dans le sens pour une compagnie, tu vois, qui est... Non mais je veux dire, les enfants c'est moins cher. Donc, évidemment c'est normal. Non mais tu vois ce que je veux dire, je sais que c'est pas du tout ta responsabilité, hein, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un peu ce côté des fois de te dire t'as un peu vendu ton âme ou pas du tout? Bon, alors j'avoue qu'en tant qu'employé de Nespresso, même si je sais que ça appartient à Nestlé, je pense que jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'était dissocié, même géographiquement parlant, on n'était même pas du tout rallié au siège. Et je pense que tous les scandales qu'on voit aussi avec la purification des eaux en ce moment, tout ça, c'est autre chose. Je propose qu'on n'en parle pas. Mais par rapport à Nespresso, par contre, c'est clair que d'un côté, Nespresso s'est engagé et continue à s'engager à faire beaucoup de choses pour les faire mieux le monde. À nouveau, c'est pas du bullshit, machin. Ça, c'est été payé pour dire ça. C'est pareil, la perception d'un employé. Oui, bien sûr. Tu le prends comme oui, bien sûr, of course. Mais je pense que quoi qu'il arrive, quand tu travailles avec, enfin, je sais pas, il y a des centaines de milliers de fermiers dans le monde, est-ce que Nespresso est capable d'aller checker chaque ferme, chaque endroit, à chaque moment de la journée? Non. Non, mais en fait, peut-être que ma question n'était pas claire, mais je sais, c'est sûr que c'est pas à toi de devoir avoir un impact là-dessus, mais juste quand ça revient un peu à la question qu'on disait avant, de ce truc de quand tu es sur une plus petite échelle, peut-être que justement tu te dis, je peux plus être
conscient un peu de ce que mon entreprise fait, tu vois. Oui. L'impact qu'elle a. Oui. Maintenant, tu pourrais prendre la même chose dans l'autre sens et te dire, si tu as vraiment envie de faire un impact significatif pour le monde, c'est qu'avec des géants que tu vas réussir à le faire. Oui, bien sûr. Enfin bon, on peut un peu théoriser si chaque être humain fait son petit effort au quotidien, ça peut impacter beaucoup aussi. Mais c'est aussi avec des boîtes et comme Nestlé et comme plein d'autres, si tu veux faire avancer le monde et que le monde s'améliore, c'est avec eux qu'il faut travailler aussi. Est-ce que tu te verrais faire autre chose que de travailler dans le supply chain managing? Alors ça, c'est une très bonne question. Genre, avec les études que tu as et puis les compétences que tu as acquis maintenant, est-ce qu'il y aurait un truc qui... tu vois, comme moi, je suis prof, puis là, d'un coup, je deviens podcasteur. Bon. Parce que j'ai l'habitude de parler puis que personne m'écoute, donc... Quoi? Attends, je suis désolé, j'ai pas compris. Bon, maintenant, c'est clair que tu as cette facilité qui t'a permis de faire ça. Je suis pas sûr d'avoir cette facilité pour pouvoir changer diamétralement, entre guillemets, de job. Mais non, c'est vraiment quelque chose... parce que comme tout trentenaire, j'ai eu à un moment donné une coach de vie, coach professionnel, pour pouvoir essayer de discuter, de redéfinir. Voilà, si jamais demain je veux changer, me réorienter, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Maintenant, c'est clair qu'à un moment, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, l'intérêt qu'une boîte pourrait avoir pour moi, ce serait d'abord et avant tout en supply chain. Parce que étant donné que c'est l'expérience que tu as. Exactement. Si demain je veux aller faire de la finance, ils vont être un peu sceptiques. Mais est-ce que tu as les aptitudes et les capacités de le faire? Avec tes études? Ouais, bon, à nouveau, il faut pas se leurrer. J'ai fait les études, donc je comprends comment une entreprise fonctionne. Maintenant, est-ce que demain, si tu me donnes, je deviens CFO d'une boîte, tu me donnes un PNL à gérer, est-ce que je vais réussir à pas faire couler la boîte? Je suis pas convaincu. Mais t'as peut-être plus de chance que moi, en tout cas. Alors ça, j'ai aucun doute, on est d'accord. Je suis pas sûr que c'est toi vraiment le bon benchmark. Non, c'est ça, le bon baromètre. C'est ça. Mais j'aimerais bien. Et donc justement, ce qu'on discutait pas mal avec cette coach professionnelle, c'est de se dire, dans un monde idéal, et à nouveau, je sais pas si ça existe ou pas, mais c'est pour trouver une boîte où tu peux rentrer plutôt dans la partie supply chain et peut-être soit petit à petit prendre des compétences en plus et tu peux reprendre, je sais pas, de la finance ou autre chose. Ça, c'est peut-être une option. Mais parce que aussi à l'époque, entre autres grâce à Xavier, j'ai rencontré 2-3 chefs de start-up, CEO, justement dans l'idée de, pas spécialement dans notre traitement d'embauche, mais plutôt de comprendre, voilà, s'il y a un gars qui vient vers vous pour un job, qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Et quasi dans la totalité des cas, ils te disent, ce qu'il faut, c'est un gars qui peut commencer à bosser le premier jour. Il ne faut pas qu'il prenne 6 mois, 1 an à comprendre la structure, machin. Non, c'est une start-up, ça va vite. Il faut que le gars, day one, il soit au top. Donc là, d'autant plus, si je veux aller dans une petite structure, je ne peux pas me permettre de faire autre chose que la supply chain. Mais je pense, j'ai envie d'être un peu optimiste, de me dire que même si je commence en supply chain, peut-être qu'il y a des opportunités de faire autre chose après. Mais j'aurais envie de dire que ça, c'est un truc que je dis tout le temps à mes élèves, mais Sky's the limit. Non, c'est pas du tout ça que je dis. Je leur dis, you're gonna die soon and nobody loves you. Non, mais je veux dire, souvent, en fait, on pense qu'on n'a pas les aptitudes, mais en fait, c'est juste une question de training, tu vois. Puis si toi, tu as déjà travaillé dans des entreprises un peu similaires, je pense que c'est pas comme moi qui devrait faire ton job, tu vois. C'est pas des métiers qui sont complètement différents. Dans le sens que toi, tu pourrais quand même rester dans un peu tout ce qui est en lien avec tes études parce que tu as au moins une connaissance de ce que c'est, tu vois. Oui. Bon, alors je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a une différence entre rejoindre une start-up qui est vraiment, qui est déjà un peu lancée, auquel cas ils ont déjà un peu une structure en place et donc tu dois aller grosso modo là où tu es censé être un peu le meilleur, versus, ou si demain on a une super bonne idée et qu'on veut nous deux lancer une start-up, c'est clair qu'entre nous deux, on a un peu se dispatcher les rôles clés et donc je vais faire plus, tu vas faire moins. Et puis moi, je vais juste parler, quoi. Mais il faut que tu comprennes quand même... Ce qui se passe, c'est clair. Écoute, on va passer au dernier segment maintenant. Donc, comme je t'ai dit, le but un peu de ce podcast, ça fait 8-9 ans maintenant que je suis enseignant. Et puis... J'ai cru que tu allais dire, ça fait 8-9 ans qu'on se connaît. Non, t'allais dire non, je te connaissais pas. Mais ouais, et donc je fais face à beaucoup de manque de confiance, d'incertitude, mais de toute façon, je vais pas réussir, et puis de toute façon, la planète va exploser. Tu vois, c'est un peu ma vie de tous les jours, moi, c'est ça. Et puis donc, je me demandais, si toi, déjà, première question,
si toi, tu étais capable de retourner, disons, voir le petit Arnaud de 16 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu lui dirais, exemple, quel conseil que tu lui donnerais par rapport à ton métier que tu voudrais qu'il sache déjà à 16 ans? Je veux une réponse en 5 secondes. Non, mais alors je dois avouer que jusque-là, ma vie professionnelle n'a pas été très compliquée. Mm-hmm. Alors peut-être parce que j'ai pas cherché la complication non plus, mais en gros, quand je suis sorti de l'université, j'ai commencé à bosser, on a terminé en juin, le 9 août, je commençais à bosser. Et j'ai trouvé ce job chez Nespresso, comme je te disais, un job plutôt entry level. Ouais. Je sais et ça c'est peut-être un conseil que je pourrais donner, je sais quand je suis sorti de l'université, dans ma promo, il y avait pas mal de gens qui cherchaient des jobs un peu plus sexy, un peu plus vendeurs. Mm-hmm. Et il y en a plein qui l'ont trouvé, hein, je dis pas le contraire. C'est clair que le job que moi j'ai choisi, c'est un job, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui en sortant de l'UNIF l'auraient pris, mais non, moi j'ai adoré. Mm-hmm. Parce que finalement, le plus important, et là j'ai vraiment passé pour un vieux, hein, ouais. Mais le job, c'est ce que tu en fais, tu vois. Ouais. Et c'est clair qu'en sortant de l'UNIF, moi j'avais qu'une envie, c'était de bosser. Parce que tu es là tout jeune, tu as juste envie de découvrir le monde du travail, et puis tu bosses, et franchement, j'ai méga kiffé. Alors que ce job était peut-être pas, pour certains, méga excitant, moi, je l'ai trouvé génial. Et en même temps, ça te fait de l'expérience, quoi. Oui, mais là où... Non, mais je veux dire, même pour un job qu'au final, t'aimes pas, tu vois. Oui, alors c'est clair. Maintenant, je me dis, alors peut-être la culture d'entreprise, ce genre de choses, tu peux peut-être fitter ou pas. Mm-hmm. Maintenant, je pense qu'il y a peu de jobs. Bon, peut-être je suis un peu trop optimiste, on est d'accord. Ouais. Mais je pense qu'il y a peu de jobs qui sont vraiment chiants à crever. Tu peux toujours apporter un peu les choses. Et je parle pas du tien ici. Hein. non, mais... non, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'apporter quelque chose. Et je pense que ça, c'est vraiment super important. C'est à partir du moment où tu commences un job, c'est de se dire, OK, le job, il a été fait comme ça depuis 5-10 ans, j'en sais rien. Mais c'est aussi à toi, en rentrant dans ce job, de se dire, est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que tu peux un peu challenger le statu quo et te dire, OK, on a fait comme ça, mais... pourquoi pas faire comme ça ou essayer un peu d'autre chose. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que tu peux aussi un peu te démarquer, non pas suffisamment des autres, mais montrer que tu as envie de faire et prouver que tu as la volonté, que tu as envie d'améliorer les choses et que tu es capable de le faire. Quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui, que ce soit quand tu étais élève ou même aujourd'hui, est-ce que tu es quelqu'un qui a peur de l'échec? Toi, que ça va genre influencer même tes décisions, de dire « Ah, mais j'aime mieux même pas essayer plutôt que d'essayer puis de planter. » Alors pour ça, pas du tout. Mm-hmm. Et ça, c'est peut-être un autre conseil que j'aurais tendance à donner, c'est des opportunités dans la vie, il va pas y en avoir 1000, il faut essayer de les saisir. Et c'est clair que il y a un côté flippant, parce qu'à chaque fois, normalement, l'opportunité, c'est un step-up, c'est est-ce que tu dois gérer un peu des gens après, est-ce que tu dois déménager, est-ce que tu dois faire un job en plus, est-ce que ton scope augmente. Donc il y a un côté un peu stressant, parce que d'un autre côté, si les gens te proposent, c'est qu'ils pensent que tu es capable. Ouais. Et donc je pense que c'est là où il faut saisir l'opportunité, et peut-être ça va pas marcher. Mais tu vois, comme t'es l'exemple parfait de quelqu'un qui. Mais t'es l'exemple parfait de quelqu'un qui a saisi une opportunité. Si t'avais dit non, non, mais j'ai pas envie de partir de la Belgique, tu vois, ta vie aurait pris un complètement autre. Tu m'aurais pas rencontré, tu serais pas sur ce podcast. Oh mon Dieu, ça aurait été merveilleux. Mais c'est clair, mais d'un côté, je veux dire, c'est ma vision des choses. Ouais. J'ai plein d'amis en Belgique qui sont restés en Belgique, qui sont super heureux en Belgique. Oui, bien sûr. Donc c'est pas du tout une façon de travailler. Mais d'un côté, il y a moyen, et si t'as envie et l'opportunité là, il faut la saisir. Même s'il y a des côtés flippants. Je veux dire, j'adore la Belgique. C'est clair, quand on nous a dit, OK, il y a une opportunité, tu te poses la question quand même un peu de fois, machin. Ouais, c'est clair. Après, t'es pas si loin, hein. Je veux dire, quand tu compares à moi, il faut quand même prendre un avion. Toi, tu peux y aller à la voiture, c'est autre chose, quoi. Oui, c'est plus proche. Ouais. C'est plus proche. Un des trucs que je trouve un peu dommage d'être prof, en fait, c'est que c'est souvent la période dans toutes nos vies où on est le plus vulnérable, le plus le moins sûr de soi, c'est quand on est ado. Donc moi, c'est littéralement mes collègues, en fait, les gens avec qui je passe ma vie, c'est des gens qui sont pas sûrs d'eux et tout. Et puis l'autre jour, j'ai un élève qui m'a dit, en fait, j'aurais fait faire des genres de vidéos YouTube. Je sais pas pourquoi, c'est juste une idée que j'ai eue comme ça. Ouais. Et puis il devait un peu faire comme s'ils étaient des YouTubeurs, puis ils répondaient à des questions et tout. Et il y avait une question, c'était qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et puis cette élève-là, donc, elle dit I don't know what I'm gonna do, but I know I'm not gonna succeed. Tu vois? Ouais. Et puis moi, ça m'avait tellement marqué parce que je me dis, mais
Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais un prof une fois qui m'avait... il y avait un élève qui faisait une présentation orale. Moi, j'ai toujours été fort en anglais parce que, bien sûr, mes parents... J'ai toujours été bilingue, mais donc, dans les cours d'anglais, il y avait des élèves qui ne voulaient pas parler anglais parce qu'il y avait un accent de merde, et ainsi de suite. Puis elle avait commencé sa présentation en disant, je savais de la merde, mais je vais essayer. Et puis le prof, il l'avait tout de suite arrêté en disant, mais si toi, tu crois pas en toi, mais tu veux qu'on fasse comment, nous, tu vois? C'est clair. Et puis donc, quand cet élève-là, qui est arrivé, donc c'était l'année dernière, elle m'avait fait c'était une vidéo, donc elle était pas devant moi, tu vois. Puis quand je l'entendais dire, je sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais pas réussir, je me disais, mais c'est tellement fou comme tu pars déjà sur des bases où en fait la vie est contre toi, quoi. Alors que c'est pas une question d'aptitude, c'est pas une question de ta place dans la vie, c'est une question de quelle place toi tu veux prendre, tu vois. Et donc moi, c'est une grosse parenthèse que je fais là, mais en fait, si toi tu avais un conseil à donner à cette fille-là, par exemple, cet élève-là, sur comment attaquer la vie une fois que tu sors de l'école, tu vois, parce que moi, c'est en fait, soit ils vont aller à l'université ou soit c'est un peu fini pour l'école, tu vois. Ouais. Donc, pour un peu conclure ce podcast, what would you say to the student? OK. Assez lié à ce que je disais un peu plus tôt, c'est clair que l'attitude que tu as quand tu commences à bosser, et même avant, c'est primordial. Ouais. Parce que déjà, avant, tu ne dois pas te dire que tu vas devenir Bill Gates ou quoi que ce soit, mais tu dois avoir confiance en l'avenir. Ouais. Parce que, on va peut-être pas commencer à des débats sur est-ce que la planète va mourir demain ou dans 10 ans. Mais mais je pense que partons du principe qu'elle ne va pas mourir demain. Ouais. Il faut avoir confiance dans l'avenir, il faut avoir confiance dans son avenir. Mm-hmm. Mais d'un côté, la seule personne qui peut faire ça, c'est toi. Ouais. Et c'est pour ça que je disais, de un, et confiance, et deuxièmement, il y a plein de jobs, il y a plein de types de jobs différents. Le plus important, c'est qu'il faut trouver celui qui nous convient et dedans, le faire à fond. Et j'en reviens pas, mais je vais citer mon père, là, qui m'a toujours dit, finalement, dans les études et dans la vie, il n'y a pas de sous-job. Le plus important, c'est que tu trouves un truc et tu le fais à fond. Ouais. C'est quand il a essayé de me dire qu'il pouvait faire d'autres études. C'est tellement un truc de père, ça. Ouais, mais dans le fond, c'est vrai. Et évidemment, à l'époque, quand il m'a dit ça, j'étais là, oui, mais bon. Mais dans l'absolu, c'est super vrai. Mon père, moi, il m'avait dit, c'était juste avant que j'allais à l'Uni, il m'a dit, quand tu fais ce que t'aimes, tu travailleras pas un jour dans ta vie. Et puis ça, j'avais trouvé, j'ai dit, c'est exactement ça, ouais. Donc, ils se connaissent, nos pères. Après, t'es devenu prof. C'est ça. Donc, écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Donc, premier épisode de Tu fais quoi? J'espère que ça te plu. Franchement, c'était hyper intéressant de pouvoir partager avec toi plus par rapport à mon job, à ton job et à notre perspective sur l'avenir et sur les jeunes générations surtout. Si comme moi, tu es un peu dans cette quête de savoir c'est quoi tous les métiers au monde, est-ce qu'il y aurait un job que tu serais intéressé de savoir en fait c'est quoi qu'ils font ces gens-là? Tu parles de ton prochain podcast ou... C'est ça? Ça va me donner des idées pour des invités? Non, j'essaie de penser à justement des titres de certains collègues où j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Mais peut-être un truc hors de ton entreprise, tu vois. Oui, t'as raison. Tout n'est pas Nespresso, tu as raison. Non, c'est ça, il y a autre chose dans la vie que du café. Ouais. Pilote, peut-être. Pilote, c'est pas, je sais pas, un pilote. C'est dommage que j'ai pas un ami qui est pilote. Ça serait pas mal, non? Si tu veux, peut-être que je connais quelqu'un. Ouais, peut-être. On va regarder ça. Non, mais alors, ça fut un plaisir de t'avoir sur mon podcast, Arnaud. Comme je t'ai dit, c'était un peu notre conversation il y a 3-4 ans maintenant qui m'a lancé dans ce périple de un peu en savoir plus sur plein de métiers. Donc, merci à toi. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, la prochaine invitée est déjà on the books. On va parler à une cinéaste. Savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Faire des films, je sais pas. On va voir. Et puis, je t'ai préparé un souper, donc on va aller manger. Merci beaucoup à toi en tout cas, je suis très heureux à nouveau d'être le premier... le cobaye. Le premier cobaye. Je n'aurais pas dit comme ça, mais ok. En général, c'est à partir de l'épisode 3 que les podcasts deviennent bons. Je suis désolé pour la cinéaste dès lors. C'est ça. Pas génial non plus. Mais merci en tout cas, très bonne discussion. C'était vraiment un plaisir d'être là et j'ai hâte de découvrir ce que tu as fait à manger. Oui, et puis ce que j'aurais fait avec le montage, quoi. Non, ça va. On va tout voir ça dans 2 semaines dans un autre épisode de Tu fais quoi?